Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millennium se raconte, sur E-Radio, le rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on joue sa chance, au retour on brasse la lune. Vous êtes sur E-Radio, dans Millennium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous, ce futur ? Je suis Romy Trajman et chaque samedi, avec Millennium se raconte, je tends le micro à une jeunesse bruxelloise qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial Festival Millennium que nous ouvrons. Le Millennium, le festival documentaire qui produit l'émission et débarque à Bruxelles du 5 au 13 mai avec plus de 60 films en compétition. Et nous parlons du film On sourira de nous de Noël Bastin et Baptiste Bogart, un long métrage en compétition jeune talent belge, docu-fiction qui suit les aventures de 4 amis vingtenaires qui préparent un attentat contre la société de consommation lors de l'ouverture du nouveau centre commercial City 2. Là, il y en a combien ? 500 grammes. En tout, j'en ai 4 kilos. Avec ça, tu fais péter un avion de ligne. Ça, 250 grammes. Après des études de lettres romanes à l'ULB pour Noël et de photographie à la Cambre pour Baptiste, vous réalisez ensemble des films et des installations vidéo. Vous êtes en couple dans la vie et dans vos projets. On sourira de nous est un premier film hybride étonnant et révolutionnaire. Merci à tous les deux d'être là ce soir autour de cette table et bienvenue. Merci. Donc, alors Noël et Baptiste, vous travaillez ensemble, réalisez à deux. Quelle est l'origine aussi de votre couple et de ce duo créatif ? On s'est rencontrés à l'université parce que Baptiste a fait des études à la Cambre mais aussi à l'ULB. Et puis bon, on s'entendait bien, puis on s'entendait un petit peu mieux. Et directement en fait les films ont été assez directement, directement liés à notre relation amoureuse. Baptiste m'avait proposé à l'époque, alors que ça faisait peu de temps qu'on se fréquentait, de faire un scénario pour le concours de scénario 5x2 lancé par le GREC, donc le groupe de recherche et d'essais cinématographiques à Paris. Puis on a fait ça comme ça, et il s'est avéré qu'on a eu un stage de réécriture avec le GREC, et puis on l'a déposé, on a eu l'argent pour faire la cour. Baptiste était cinéphile et voulait faire du cinéma depuis longtemps, moi pas du tout, j'étais vraiment beaucoup plus versée dans la littérature, dans l'écriture, et je regardais quasiment pas de films. Et puis ça m'a intéressée, et ça a continué. Et c'est en 2015, c'est ça, tu me disais ? Ouais, c'est en 2015. Donc et la cour a été réalisée en 2016, 2017, 2016. Là ? La cour. Qui est votre premier film ? Qui est notre premier film, ouais, réalisé avec le GREC. Un court-métrage ? Court-métrage, ouais. Documentaire. Fiction, ouais. Ah, c'est une fiction. Ouais. Ok. Donc, On sourira de nous est à la fois une satire et un brûlot contre la société de consommation. Pourquoi la thématique de l'ébranlement du capitalisme ? Au début, en fait, l'idée, c'était de leur proposer un espace où ces 4 filles pourraient parler en totale désinhibition et pourraient imaginer tous les moyens qui seraient possibles à
L4 pour faire quelque chose qui pourrait ébranler ce qu'on appelle maladroitement la société capitaliste. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne tenait pas spécialement à ce que cela prenne la forme d'un attentat dans un centre commercial, mais il s'est avéré qu'au fil de leur discussion, c'est ça qui a émergé. Et donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la cible en elle-même, le centre commercial, mais la façon dont leur fantasme travaille sur base de cette contrainte-là. Et la société capitaliste, ébranler la société capitaliste devenait du fait que c'était ce qui, elle, les travaillait à ce moment-là. Oui, c'est Donc, ça. en tant que personne, avant même, enfin, les personnes et les personnages dans ce film sont vraiment très, très mêlés tout le temps. Et donc, c'est ça qui s'est fait. C'est ça. En fait, tu m'expliquais, Noël, que ce sont 4 amis, donc c'est 4 amis vingtenaires que vous connaissiez, ou au moins 3 des 4, et qui elles-mêmes étaient déjà dans cette philosophie, en tout cas anticapitaliste, et ce réveil politique-là, et qu'en fait vous vous êtes un peu greffé à leur, je dirais, façon de voir le monde pour pouvoir ensuite y intégrer cette idée d'acte d'attentat et de poser le film là-dessus. C'est ça, c'est le processus. Disons qu'on avait ça. On est parti de 4 filles qui s'intéressaient plus ou moins passivement, sauf pour une d'entre elles qui était déjà militante, mais globalement il y avait une certaine passivité sur les questions politiques, c'est-à-dire qu'il y avait des engagements au niveau des idées réelles, mais que ce n'était pas spécialement suivi d'actes. Et nous, ce qui nous a intéressé dans le film, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand on pousse le curseur beaucoup trop loin pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Dans un premier temps, c'était beaucoup plus loin. Puis finalement, le film l'a poussé, l'a poussé. Loin, ouais. Enfin, trop loin par moment. Très plus loin, encore plus loin. Ouais. C'est-à-dire beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin parce que, a priori, 4 filles de ce milieu-là, avec leur parcours, n'en viendraient pas à faire un attentat terroriste comme elles le font dans le film. C'est-à-dire qu'elles n'auraient pas la nécessité dans leur vie d'en venir là. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça aussi qui fait le charme, je dirais, du film. C'est que vraiment, on a ces 4 jeunes femmes presque intellectuelles, en même temps, voilà, avec un gros bagage culturel, intellectuel, et qui soudainement parlent, voilà, d'un attentat, de tuer des gens, qui apportent des dynamites, ou je sais plus comment ça s'appelle, ce paquet de, voilà, des couteaux, des pistolets et tout, et qui vraiment le font réellement. C'est assez détonnant de voir ça à l'image. Réellement, et en même temps, elle-même se mettant à jouer un personnage, à surjouer et à se questionner. Je sais même pas si c'est se questionner. Parfois, c'était de le faire, juste jouer un autre personnage qu'elle-même pour réussir à croire elle-même à ce qu'elle faisait. Se surpasser, en fait. Ouais, c'est enfin, surpasser, il y a pas tant de se transformer pour jouer avoir jouer. Ouais. Et donc nous, c'est ça aussi qui nous intéressait, c'était que ce soit L4 qui, contrairement à ce que dit Baptiste, pour moi, elles avaient elles ont une conscience politique. C'est juste qu'elles étaient à des degrés différents d'engagement. L'une beaucoup plus active, l'une autre qui avait milité, manifesté, mais qui était lassée. Deux autres beaucoup moins. Mais donc il y avait cette conscience politique. Mais c'est vrai que ce soit L4 assez intellectuel qui se lance dans cet acte terroriste, on trouvait ça, enfin, tu le disais tout à l'heure, tu viens de le dire, c'est voir ces figures-là porter un acte comme ça se voit pas. Mais en même temps, moi je reviens sur ce que tu dis, je suis pas si d'accord, parce que dans l'imaginaire politique et l'imaginaire révolutionnaire, c'est beaucoup plus des bourgeois et des intellectuels qui passeraient à la lutte armée. Mais bon, ça c'est l'imaginaire des années 60-70, et je crois que c'est, par contre, là où je suis d'accord, c'est cette partie de fantasme dans le film qui fait que pour réussir à s'imaginer agir, elles doivent passer par tous ces fantasmes-là, ces images qu'elles ont en tête, se transformer pour jouer un personnage. Ça questionne à la fois la politique, le rôle qu'on joue dans la vie, mais aussi le rôle qu'on joue dans un film. Enfin, ça a brassé tout ça. Ouais. C'est marrant parce que du coup, vos films traitent pour la plupart de révolution. Même si au départ c'était pas volontaire, j'ai l'impression que c'est une thématique qui quand même est persistante. Pourquoi? Et c'est quoi aujourd'hui être révolutionnaire pour vous? Tous nos films parlent pas vraiment de révolution, mais en tout cas c'est vrai que certains d'entre eux, oui, pas tous, Tout mais... pété par exemple, qui est celui qui a suivi. Maintenant le film sur lequel on travaille, Fosse commune, parle plutôt du sens du mot révolution. Donc ça fait le lien avec ce que tu viens de demander. C'est qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui qu'être révolutionnaire? Pour moi,
c'est le même sens qu'avant. Enfin, révolutionnaire, c'est toujours la même chose. C'est vouloir changer les idéologies qui sous-tendent et qui engendrent un système politique. Mais pourquoi cette thématique vous touche particulièrement parce qu'au fond, ouais, en fait, peut-être ce qui nous touche encore plus, vas-y si tu veux, mais non, je dirais que j'ai l'impression que c'est pas tant la révolution qui nous travaille, plutôt que la manière dont le capitalisme met en place des dispositifs de capture qui nous rendent faibles et qui nous empêchent de faire quoi que ce soit. Et c'est ça, parce qu'en gros, ça termine toujours par une déception, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas les moyens logistiques, qu'on n'a pas les moyens intellectuels pour dépasser l'état de fait dans lequel on est. c'est comment s'attaquer à la grosse machine. Ouais. Et c'est vrai que dans les films où on pourrait se dire qu'on parle de révolution, on parle surtout de l'inaction et la difficulté d'agir, la difficulté d'agir face à cette grosse machine capitaliste. Et du sentiment de médiocrité qu'on ressent aussi face à ça. Oui, c'est ça, c'est un sentiment d'abandon aussi, d'inaction. C'est vrai qu'on est dans une société où il y a un consumérisme croissant et en même temps il y a un éveil. Pensez-vous que le capitalisme va mourir, et quelle est la nouvelle société que vous souhaitez voir émerger? Alors moi je pense pas du tout que le capitalisme soit mourant, ni encore moins mort. Oui, non, moi je dirais aussi qu'il ne s'est jamais porté Aussi bien. oui. Ouais. Soit par la privatisation croissante, de plus en plus de services publics, la concentration des richesses. Enfin là, je ne dis que des banalités, mais en gros, en gros, il n'y a aucune force en présence pour l'instant qui est là pour l'affaiblir. Il y a des tentatives individuelles. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a de plus en plus une jeunesse quand même de plus en plus consciente, qui cherche du sens, qui veut partir de la ville ou des villes, des capitales, tout ce qui est urbain quoi, et qui va créer son potager, son truc. Il y a quand même ça. Oui, mais la difficulté, c'est un niveau et qui cherche qui cherche à être indépendant de tout le système. Oui, mais ce n'est pas en désertant le monde capitaliste et en multipliant les ZAD qu'on va pouvoir... C'est quoi les ZAD? Les ZAD, c'est les zones à défendre, comme par exemple la zone de Notre-Dame-des-Landes. Je veux dire, ce n'est pas en multipliant ce type d'actions-là, qui sont certainement louables, qu'on s'attaquera au capitalisme, parce que ça se passe à un niveau tellement haut. Je veux dire, on a affaire à un titan. Il faut se donner des moyens de géant pour pouvoir l'affronter, c'est-à-dire agir au niveau macroscopique. Oui, c'est ça. Oui, mais tu penses pas que justement, s'il y a plus de clients, entre guillemets, il y a plus de consommation? Enfin, entre guillemets, que nous, mais alors, il faut vraiment que ce soit massif. Là, on est dans des petits réveils, mais en soi, si chaque acheteur, enfin, tu vois, s'il y a plus d'acheteurs, il y a plus de marché, en fait. Le problème, c'est les moyens qu'on a aussi pour être... on est pieds et poings liés avec le système de consommation aussi. Et même en voulant être autonome, en désertant les villes, où on y est toujours lié. Enfin, je dis on, mais nous, on n'a même pas une ébauche de tentative de ça. On habite en ville, mais dans ce qu'on voit autour de nous, dans les amis qui essayent autre chose, c'est plutôt une espèce de juxtaposition d'individus et de tentatives d'autonomie qu'une véritable pensée collective, la plupart du temps, qui se crée. Donc il y a ça d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a, comme dit Baptiste, et je suis complètement d'accord, c'est un niveau institutionnel, un niveau global, un niveau... Et de nouveau, on en revient à l'impuissance, en fait. C'est... Si moi, je peux pas partir être autonome quelque part pour changer le système, ça veut dire que je dois attendre quoi et qui pour le faire. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? L'autonomie, il faut voir ce que ça veut dire aussi. Je veux dire, ici, tant qu'on ne possède pas en fait les moyens de reproduction matériels, ça me semble compliqué de sortir du capitalisme. Et c'est aussi quel niveau de vie matérielle on souhaite. C'est-à-dire, même quand on vit en autonomie quelque part, c'est toujours des produits qui ont été faits par le capitalisme, qui demandent des moyens de production énormes pour extraire les matériaux, etc., etc. On est juste poings et pieds liés, pieds et moins liés. Pieds, ouais. Liés, quoi. Pieds et moi. Pieds et moi. Et moi. Pieds et moi.
Ouais, et alors du coup, ce film est un cri en fin de compte. C'est aussi une façon de tenter de se moquer et du système et un cri de colère. Oui. Cri de colère, oui, ce serait, comment dire, non, ce serait aller beaucoup trop loin et je crois que ça se prend beaucoup trop au sérieux. C'est plutôt montrer des questionnements et un désarroi face à la société à laquelle on est. Et nous, on a l'impression que c'est par le biais de la fiction qu'on a pu d'autant révéler ces questionnements-là, sans les dépasser, sans apporter de solutions, mais juste en rendant le désespoir encore plus criant, peut-être. Et en montrant que, enfin, le désespoir... Enfin, oui, j'exagère. C'est un mot fort. J'exagère un peu. Justement, comme pour moi, c'est même l'inverse du désespoir. C'est à quel point c'est tellement là tout le temps que même s'il y a un fond de désespoir, on en vient à vivre avec et à rigoler de ça aussi, parce que ces 4 filles, le fait qu'elles soient elles viennent d'un milieu privilégié, elles sont toutes les 4 jeunes, blanches, bourgeoises. Elles le répètent très souvent d'ailleurs. Qui est-ce qu'on est légitime pour en quoi est-ce qu'on est légitime pour faire cette action? Ben, c'est aussi montrer que elles, c'est la majorité une grande partie des Belges, en tout cas de la classe intermédiaire de la ville. C'est si même elles, qui n'ont aucun problème, sont travaillées par ces questions-là. Faut pas demander ceux qui en chient vraiment. Et qui, en plus, armés d'un diplôme, bon là c'était pas encore le cas, elles étaient aux études, mais armés d'un capital au minimum socioculturel et armées d'un diplôme, elles ne savent même pas, en fait elles n'ont aucune arme, et elles ne savent pas quoi faire. Ok. Du coup, toi, tu parles dans ton film d'une société qui s'accommode de l'inhumanité. C'est quoi une société qui dirait non à l'inhumanité? Ouais, ça c'est Pauline qui cite ça à un moment. C'est un texte de Tikkun. En tout cas, je vais plutôt replacer ça dans ce qu'elle en dit, c'est que ça surgit au moment où il y a un gros débat entre elles, c'est où justement elle amène la question de tuer des gens. Et elle lit ce texte en disant dans une société qui s'accommode si bien de l'inhumanité, etc. Et je sais plus comment c'est écrit, mais c'est en gros, il faut. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il faut passer à l'acte et il faut tuer les ennemis. En gros, les gens qui ne sont pas de notre côté, qui ne sont pas nos frères. Ouais. Et elle dit nous tenons leur mort comme un fait souhaitable. Et voilà, ça répond pas exactement à ta question, mais donc c'est tout un moment qui va enclencher une discussion, enfin ce passage-là que Pauline tient c'est un moment de bascule, parce que pour elle envisage vraiment la mort des gens des gens qui ne sont pas les frères, et ça va enclencher un débat qui là fait basculer le film dans autre chose. Elles ne sont plus d'accord, et donc là elles doivent passer dans la fiction pour pouvoir continuer à avancer à 4, sinon le film s'arrêtait là. Premier barreau, si je décide d'une ascension sans assis, d'ascenseur ou escalier, si mes échelles sont animées. Ouah, cette existence est terrible, mais t'inquiète, tu vas t'en remettre avant que t'aies tes premières rides. Ta citadelle en pixels pourrait un jour s'effondrer, t'incite à être éternel pour finalement trop changer. On rêve tous d'un radiateur ou bien de quelqu'un qui réchauffe, un branleur manipulateur. On n'a jamais sauvé quelqu'un d'autre. Sur cette échelle, 10e barreau, combien enverrai-je au sommet? Combien enverrai-je de sonnets à des amours invisibles? S'il neige dans ton salon, c'est que ton cerveau est en crise. Il ne neige pas dans les maisons, plutôt honnête comme analyse.
Donc alors dans le film, vous placez un mannequin vitrine, c'est assez marrant ça formellement, qui lui-même a des pensées ou bien parle silencieusement parce qu'il a des sous-titres en fait, et il dit j'adore les prolétaires mais ils ne sont pas là pour réfléchir et les derniers à vouloir la révolution sont les premiers à qui elle profitera. Alors qu'est-ce qu'il incarne en fait ce mannequin vitrine pour vous? Il incarne beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est l'artifice qui nous fait entrer de plein pied dans la fiction. C'est comme si tous les micro-trottoirs qui n'ont fait que montrer les impasses de l'action qu'elle voulait faire trouvaient une résolution dans un personnage qui apparaît de façon totalement magique dans une vitrine. Et c'est comme aussi un peu s'il y avait un infiltré dans le monde de la consommation qui leur venait en aide. Et qui dit clairement je vais vous venir en aide. Ça c'est juste pour un produit de la consommation, un allié quoi, un allié produit de consommation. Tout à fait. Oui, et en même temps un produit aussi scénaristique. Enfin, mais qu'on monte vraiment comme l'allié quoi, c'est l'allié puis après qui devient le méchant. Enfin c'est aussi là que Oui, parce qu'il dit il faut la tuer. Il incite en fait l'une des amies à tuer l'autre amie. Ouais. Ça devient cruel, là. Mais ça devient cruel et qui aussi est une espèce de... On parlait de fantasmes, mais les fantasmes révolutionnaires aussi passent par ce genre de personnage aussi, hein. Mais un peu le mec blanc qui a vraiment un bagage révolutionnaire énorme, qui a lu tout Marx et qui peut dire voilà, moi j'ai des idéaux hyper tranchés. Maintenant, il y en a une qui a un peu merdé dans le groupe. Selon mes idéaux, il faut la tuer. Et dans le cas du passage que tu citais, nous, ce qui nous amusait, c'est qu'il est dans l'idée qu'il n'y aura que l'élite éclairée qui pourra vraiment se battre pour apporter un monde aux personnes qui en chient, qui, eux, ne savent pas quoi faire parce qu'elles sont complètement dépourvues de moyens intellectuels et qu'il faut penser pour elles. Donc avec un mépris énorme des prolétaires, et en même temps... c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que elles savent pas du tout quoi faire. Est-ce ce mépris devrait s'étendre à tout le monde ou à personne? Dans le film, ces 4 amies s'engueulent sur l'impact de leur acte, poser des explosifs, enfin utiliser du Semtex dans un centre commercial, donc City 2. Elles oscillent entre émotion et dissociation, c'est-à-dire que on tue des gens, tant pis, et on arrête tout, c'est impossible de tuer quelqu'un, enfin, ça n'a pas de sens. Quel est le message, en fait, porté par le film à travers ces 4 amis? On peut rien faire, du coup, nous, à notre niveau? Mais, je sais pas si c'est ce que Baptiste disait juste avant, le film porte pas vraiment de message. Et nouveau, et heureusement. Nous, on n'a pas du tout une posture de moraliste et le film ne se situe pas du tout à ce niveau-là. C'est plutôt montrer des questionnements qui sont vivaces et qui peuvent et qui font souffrir aussi, qui peuvent faire rire par moments. Comment tu garderais ton énergie d'indignation, parce que sans tomber dans le défaitisme, en fin de compte, je pense que chaque acte posé peut aussi rejaillir. On ne sait jamais la portée d'un acte, même s'il peut paraître minime. Enfin, on a bien vu des choses quand même Alors, il est vrai que, comme tu le disais toi, Baptiste, c'est un énorme système, qu'il faudrait agir au niveau macro, etc. Mais du coup, c'est pas très réjouissant ou optimiste pour chaque individu qui en a aussi un peu marre de ce système capitaliste. Donc, comment garder son énergie d'indignation sans tomber dans le défaitisme? Alors, peut-être en créant. Vous faites ça, vous créez des films, ça vous tient en alerte, ça vous permet aussi peut-être de défricher des choses, de rester en éveil. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce monde dans lequel on vit? Parce que il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Et est-ce que vous avez foi pour la suite? Est-ce une nouvelle société est possible? Moi, j'ai peu d'espoir. Je crois qu'on va aller vers la fin de l'extinction humaine si on reste dans le capitalisme. Enfin, c'est même pas, je crois, c'est que ça va se passer de la sorte. Par contre, il y a des moyens concrets d'organiser la société pour qu'elle soit bien plus juste. Si on allait par la réappropriation des moyens de production, si on en finissait avec la subordination au salariat, si on supprimait la finance, enfin là je donne des pistes un peu comme ça, s'il y avait le salaire à vie, c'est des choses qui peuvent se mettre en place
et qui fera en sorte qu'on vit dans une société plus juste. Mais après, comment on en vient à mettre ces mesures en place, ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais c'est ça qui est difficile, et quand tu parles d'énergie, d'indignation, c'est ça qui est le plus dur à maintenir, sachant que toutes les propositions que tu dis concrètes, mais qui en fait sont pas si concrètes parce qu'elles sont, on peut les imaginer, mais on ne peut que les imaginer parce qu'on n'a aucun moyen concret justement de savoir comment mettre la main dessus. Et donc c'est difficile de garder une énergie d'indignation dans un cas comme ça où à chaque fois on achoppe sur la grandeur d'un système en fait. Pour On sourira de nous, vous vous êtes greffé donc à ce groupe d'amis aux convictions politiques fortes pour réaliser un film. Est-ce que c'est ça votre processus de création ou c'était un processus inédit? Est-ce que c'est se nourrir en fait de rencontres qui portent elles-mêmes des sujets? Comment vous travaillez et quels sont vos futurs projets? Ça dépend. Mais en règle générale, à part peut-être pour tout péter, le film qui a suivi, on part et peut-être pour la cour aussi, on part à chaque fois de rencontres pour nos films, qu'ils soient documentaires ou fictionnels. Et dans la fiction, d'ailleurs, on écrit très rapidement le film en pensant à des personnes qu'on connaît ou qu'on a rencontrées. Ouais, je réfléchis dans ce cas-ci, quelle était la spécificité dont sourira de nous. C'était peut-être que justement on était il n'y avait pas de répétition et donc tout ce qu'on faisait était tourné, donc plus un mode un mode de fonctionnement qui serait celui du documentaire, et en même temps tout le temps dès le début il y avait une consigne fictionnelle qui était vous allez passer à l'acte et vous devez faire comme si vous alliez passer à l'acte, vous allez devoir vraiment discuter de quelle cible vous attaqueriez si vous pouviez passer à l'acte sans police, sans répression, sans problème. Et donc là, oui, la consigne fictionnelle était là tout le temps sur une méthodologie documentaire, disons. On leur demandait pas de créer des personnages. Ce qui est moins le cas pour les films sur lesquels on est en train de travailler. Où là, il y a vraiment une construction de... Bon, déjà qui ont moins une méthodologie documentaire, qui sont même clairement fictionnels dans la façon dont on procède. Mais c'est vrai que même en disant ça, enfin, on en parlait juste avant de commencer l'émission, c'est qu'est-ce qui est documentaire, qu'est-ce qui est fiction. Là, il y a un film sur lequel on travaille qui s'appelle Vitrival Travail, qu'on va tourner en mars 2023 dans mon village natal avec mes deux cousins, qui s'appelle Vitrival. Et avec mes deux cousins, dont Benjamin qui est dans On sourira de nous. Qui est ton cousin? Qui est mon cousin, ouais. D'accord. Et lui et mon autre cousin, François, sur qui on a fait le documentaire qui s'appelle Traqué, tous les deux jouent deux policiers. Et ils sont dans le village et c'est des policiers de proximité. Il va y avoir des suicides au travail qui arrivent dans le village et énormément, et en Belgique aussi. Et eux, ils sont face à ça, mais ils sont pas enquêteurs, donc ils sont juste face aux suicides au travail. Et en gros, comme ils sont policiers de proximité, ils font beaucoup de patrouilles et ils commencent à parler avec les gens du village, majoritairement ma famille, de travail, de suicide, de mort, et tout le monde joue son propre rôle. De nouveau, là, ils sont déplacés par la fiction, parce qu'ils se retrouvent policiers, mais on leur demande pas de changer leur relation, la relation qu'ils ont eux deux. Oui, en fait, vous les poussez à travers un sujet dans leur propre, à évoluer dans leur pensée, dans leur façon de voir le monde, finalement. En leur faisant jouer des personnages à la bordure. En tout cas, je sais pas si c'est évolué, mais en tout cas, c'est juste se déplacer. La fiction déplace clairement et ça les sort aussi de leur cadre habituel. À aller vers des gens aussi. Là, ils sont policiers, mais ils vont devoir aborder des sujets qu'ils n'abordent pas normalement avec les gens du village. Et ouais. Est-ce que vous avez des conseils ou des lectures ou des films que vous conseilleriez sur la thématique de la Révolution? Parce que c'est quand même la thématique de votre film. Qui vous ont un peu inspiré ou que vous durant votre processus. Durant le processus, déjà il y a le très beau poème On sourira de nous,
enfin, c'est pas On se regarde de nous, c'est La nuit de Moscou d'Aragon, qui est dans le film. Je vais pas le citer ici, mais en tout cas, il nous a beaucoup inspiré par rapport à cette jeunesse pleine de feu et d'envie de changer les choses, mais quand même, il y a quelque chose de cyclique, que toutes les jeunesses ont cette envie-là, et toutes les jeunesses seront, enfin, il écrit un moment, par d'autres feux, enfin, ceux qui ont été, je sais plus comment il écrit ça, mais ceux qui ont été séduits par certains feux, par d'autres feux seront séduits, et qu'il y a une espèce de circularité comme ça du feu de l'indignation aussi, et de foncer aussi. Même si on sait que ça peut ne pas fonctionner, voire même que ça ne changera rien, il y a toujours un espoir c'est une espèce c'est la part des anges, quoi. On ne sait pas, elle est intangible, cette partie-là, elle est irrationnelle presque. Donc il y a ça. Puis après, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de livres des éditions La Fabrique, Le Comité Invisible, Tikkun, qui sont aussi cités qui se retrouvent par moments dans le film. Qu'est-ce qui d'autre nous a inspiré? Il y a aussi les livres récents de Frédéric Lordon, Vivre sans et Figure du communisme. Donc Vivre sans, qui se centre sur l'impossibilité de vivre sans des institutions, et qui montre par exemple que même dans des lieux comme des ZAD, il y a toujours ce qui ressemble à une police, qu'il y a toujours en fait une justice, qu'on retrouve toujours les institutions telles qu'on les a dans notre société, évidemment d'une manière différente dans ces endroits-là, là où on penserait qu'on peut justement s'en passer. Donc il y a ce livre-là, et Figure du communisme, c'est justement comment plutôt qu'essayer de mettre face au capitalisme un système abstrait qui porte le nom de communisme, eh bien c'est comment on va rendre enviable le communisme en montrant des exemples d'organisations concrètes pour le faire advenir. Comme le salaire à vie, comme la réappropriation des moyens de production, enfin ce type de choses dont on a déjà parlé. On a beaucoup lu, en même temps c'est plein de lectures qui se retrouvent pas du tout dans le film. Oui, bien sûr, évidemment. C'était un moment où on était dans un grand bain révolutionnaire d'ouvrages qui s'approchait du mot de révolution, quoi. Du mot et des moyens. Est-ce que vous avez un vœu, un rêve pour le futur, ou une envie à faire passer? C'est comme ça qu'on clôture chaque émission. Ah ouais. Je dirais alors qu'on galère moins pour le financement de nos prochains films. Très bien. Merci à nos deux invités, Noël et Baptiste, d'avoir apporté ce soir de la révolution, un peu quand même, beaucoup, vers le futur. Merci au Festival Millennium, Zlatina, Lubo et Géopolis, Elisa et Ulrich qui produisent l'émission, ainsi qu'au Café L'Ascenseur qui nous accueille si chaleureusement. Merci à Laura, Skevi, Charles, Jimmy au son et toute la belle équipe derrière cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, éclaireurs. C'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées.